Cher Eric, d'un côté, je suis fier de toi, parce que je sens que tu as à cœur de te former. Je t'avais dit que quand tes petits camarades se moquent de toi parce que tu avais affirmé que tu ne serais jamais ministre, tu devais répondre ça. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et d'ailleurs, je trouve votre constance remarquable. Et apparemment, tu as retenu la leçon. Et dans le brouhaha, dans les hésitations, les balbutiements, je n'ai pas répondu à celui qui me posait la question qu'au fond, seuls les imbéciles ne changeaient jamais d'avis. Mais tu aurais dû vraiment t'en tenir à ma phrase, parce que ça... Et que j'espérais pour lui qu'il n'avait pas de constance. C'est moins clair, c'est moins carré. Quoi qu'il en soit, Éric Dupond-Moretti a eu une opportunité de se rattraper après ses débuts compliqués à l'Assemblée dans un long entretien qui tournait autour de son image, de sa compétence et de sa cohérence en tant qu'homme. Comment on passe d'avoir défendu Jérôme Cahuzac à ministre de la Justice? Et si je veux vous en parler, c'est parce que forcément, à un moment ou à un autre, on se retrouve dans une situation comparable à celle d'Éric Dupond-Moretti, où on a fait quelque chose qu'on ne devait pas faire, on a dit quelque chose qu'on ne devait pas dire, on a raté quelque chose, et on doit limiter l'impact sur notre image. Heureusement, il y a des outils rhétoriques pour vous y préparer, et je vais vous les donner, parce qu'il faut à tout prix éviter de se retrouver sur ce terrain-là. Je vous vois qui regardez le bout de vos chaussures en vous disant « Est-ce que d'abord c'est une souffrance, ça ?» Vous êtes dans Parle, c'est bon de vous revoir au travail. Apprenons aujourd'hui à riposter face aux attaques sur la réputation. Une attaque sur la réputation, c'est quand quelqu'un vous met publiquement en face d'un acte que vous auriez commis et essaie de vous faire admettre que c'est mal ou essaie de convaincre le public que vous méritez le blâme. Et tout l'enjeu de ce genre de séquence, c'est pas tellement d'en ressortir innocent, parce que des fois on s'est planté, des fois on a mal agi. Non, l'enjeu de ce genre de séquence, c'est de ressortir entier, c'est de maintenir l'image de quelqu'un de cohérent, c'est de maintenir l'image de quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Parce que si vous révélez des failles, des inconsistances, des incohérences entre vos actes et vos valeurs, vous allez vous faire éparpiller et ce sera difficile de recoller les morceaux, non seulement face aux autres, mais même pour vous-même, psychologiquement. Et vous allez voir que là-dessus, Éric Dupond-Moretti est en train de partir dans la mauvaise direction. La séquence s'ouvre par une mise en cause. Il est passé où le Éric Dupond-Moretti, grande gueule, très libre, qui osait parler de tout? Cette question implique qu'Éric Dupond-Moretti a bien changé, qu'il serait passé d'un homme libre, d'un homme sans filtre, d'un homme qui dit ce qu'il a sur le cœur, à un homme plus dans la retenue, dans l'autocensure, peut-être dans la compromission. Si vous vous retrouvez dans cette situation, n'acceptez pas trop vite le constat de l'autre. Il y a toujours un espace entre les faits et l'interprétation des faits. Il faut vous en saisir. Et à la place d'Éric Dupond-Moretti, j'aurais été ferme dès le départ. Vous faites erreur. Je n'ai pas changé. Mon objectif a toujours été de défendre la justice. En tant qu'avocat, je le faisais avec mes coups de gueule. Aujourd'hui, je le fais avec un portefeuille de ministre. Je suis le même. J'ai juste changé d'arme. De son côté, Éric Dupond-Moretti commence à juste titre par contester. Il est où? Ben, il est en face de vous. Puis, il va dire des choses plus embrouillées. Et le Dupond-Moretti avocat que vous connaissiez, que vous avez invité, qui s'est exprimé à de multiples reprises devant vous, évidemment, aujourd'hui, il ne peut plus s'exprimer de la même façon. On est aux limites de la contradiction. Mais en réalité, il a perdu un peu de liberté, mais il en a gagné une autre, qui est celle de changer un peu le cours des choses. Ce faisant, il ne parvient pas à minimiser l'attaque, poussant la journaliste à enfoncer le clou. Et là, on a l'impression, dans tous vos déplacements, ou même à l'Assemblée nationale, que vous auriez presque envie de vous cacher dans un petit trou, quoi. On a même l'impression, quand vous portez le masque, que sur vous, c'est une muselière, que ça vous empêche de parler. Là, Apolline de Malherbe grossit le trait. Elle dépeint la réalité d'une manière qui accable Éric Dupond-Moretti. Soyez toujours vigilants face à ça. Face aux choses du genre « tu t'es comporté de façon agressive »,« tu as répondu avec mépris ». Ne laissez pas sans réagir les autres peindre une réalité dans laquelle vous êtes le nul ou le méchant. Et Éric Dupond-Moretti, encore une fois, commence par partir sur la bonne piste. Il sent qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pas un peu excessif ce que vous dites? Bah, je crois pas. Là, il aurait dû être beaucoup plus virulent. Attendez, c'est n'importe quoi ce que vous dites. Il ne faut pas confondre les faits et votre interprétation des faits. Mais comme il se laisse embarquer dans une description de la réalité où il a effectivement perdu sa liberté, la discussion va passer à un deuxième niveau du blâme, celui où la faute étant reconnue, il faut se justifier. Est-ce que vous pensez que le Dupond-Moretti peut arriver avec une hache,
tout casser, dire c'est moi que voilà, et on vire tout ce qui est mis en place. Non, pas du tout. Ça s'appelle la solidarité gouvernementale. Et oui, sans doute qu'il est tenu par la solidarité gouvernementale, et sans doute que c'est important pour qu'un pays soit bien gouverné, mais la règle d'or, quand vous entrez sur le terrain des valeurs, c'est l'intransigeance. Sinon, vous allez donner une mauvaise image de vous. Oui, j'ai mes valeurs, mais d'un autre côté, je dois aussi tenir compte de ça et de ça. Surtout pas. Il aurait dû plutôt y aller sur le mode « Écoutez, il y a un principe sur lequel, au cours de ma carrière, je n'ai jamais transigé. Ce principe, c'est la solidarité. Quand je défends un client, je me bats pour lui jusqu'au bout. Aujourd'hui, mon combat, c'est que ce gouvernement réussisse. Et ça suppose de la solidarité. » Et là, il maintenait l'image de quelqu'un de cohérent, de droit dans ses bottes. Mais comme dans son discours, il révèle une brèche, la journaliste va creuser jusqu'à l'amener à ce genre de concession. Moi, j'ai des défauts, quelques qualités. J'apprends, je n'ai pas honte de le dire. Il y a des matières qui n'étaient pas les miennes, dans le registre de la compétence, dans la connaissance administrative. Enfin, tout ça, ça s'apprend. C'est un métier, ça n'était pas le mien. Et une fois qu'il a fait ça, une fois qu'il s'est mis en position de faiblesse face à la journaliste, il va passer la suite de l'entretien à se prendre des petits coups de pression comme un enfant qui a fait une bêtise. Est-ce que malgré tout vous vous sentez compétent aujourd'hui ou est-ce que vous vous dites je le saurai vite? Comment Est-ce qu'on a ce genre On parle souvent du procès en illégitimité. La concession l'a mené à la justification et la justification l'a mené à la mortification. Mais je comprends qu'il se soit laissé embarquer dans cette voie parce qu'il y a à notre époque une injonction à la faillibilité. Il y a cette idée que la fragilité est une force. On va vous dire, c'est bien d'admettre tes erreurs, c'est bien d'admettre tes faiblesses, c'est bien d'admettre tes défauts. Vas-y, dis-nous à quel point tu es faible et fautif, il faut du courage pour l'admettre. C'est un piège, car les rapports de force n'ont pas miraculeusement disparu à notre époque, et une personne qui est vulnérable, c'est une personne qui est attaquable, et cet entretien le démontre. Donc c'est justement quand vous êtes le dos au mur qu'il faut être le plus dur. Et c'est seulement après, une fois que vous avez passé l'épreuve, que vous pouvez célébrer votre succès en disant que oui, vous avez eu peur, vous avez eu des moments de doute, vous avez eu des moments de faiblesse, mais vous l'avez fait. Si tu dévoiles tes faiblesses après la victoire, tu mérites les honneurs, mais si tu les dévoiles pendant l'épreuve, tu t'attires les prédateurs. Allons un peu plus loin. Dans cette vidéo, je ne vous ai montré qu'une petite partie des techniques qu'on peut utiliser pour réparer notre image. Voici un ouvrage qui couvre le sujet dans le détail. L'auteur nous y propose une typologie des techniques qu'on peut utiliser pour protéger, pour défendre notre réputation. Je vous l'ai traduite dans la description. Vous pouvez utiliser ce tableau de deux manières. D'abord, quand vous devez réparer votre image, parce que ça va vous permettre d'identifier rapidement les différents types d'attaques que vous allez recevoir. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour confronter quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, parce que très souvent, on va annuler l'effet d'une technique rhétorique simplement en la nommant. Là, vous êtes en train de déplacer la responsabilité. Là, vous êtes en train de diminuer la faute. Après, bien sûr, cet ensemble de techniques sont utiles pour éteindre le feu, mais il y a également des choses que vous pouvez faire préventivement pour ne pas en arriver là.